un avion militaire français ciblé au-dessus de la mer Baltique par l'armée russe. Émilie, on a beaucoup de détails qui arrivent. Oui, alors on sait que l'aéronef effectuait un vol de surveillance dans le cadre d'un déploiement de l'Alliance. C'était en réaction aux dégradations des câbles sous-marins. Et regardez, l'aéronef a été victime d'une tentative de brouillage ainsi que d'une désignation par un radar de conduite de tir. Et regardez les précisions qu'a apporté le colonel Guillaume Vernet, qui est porte-parole de l'état-major des armées. Il dit bien que le fait d'illuminer par un radar notre avion évoluant dans les eaux internationales traduit une action agressive. Et regardez, Darius, on avait les images d'un de ces avions, justement, parce qu'on comptait parler justement de cette opération, la Baltic Sentry, qui a été lancée dans le but de protéger les câbles sous-marins de la mer Baltique, sur lesquels les sabotages présumés ne cessent de se multiplier. Cet avion, il a effectué son premier vol hier, et donc là, on vient d'avoir cette information. Expliquez bien, général, ce que veut dire illuminer. On mesure là la gravité de ce qui se passe, c'est-à-dire c'était précisément une mission pour constater les sabotages potentiels, et les Russes ont visé cet avion français. Si illuminé, ça veut dire quoi? Atlantique. Alors, celui-là ou un similaire, c'est dans le cadre de cet exercice. Oui, c'est dans le cadre de cet exercice, donc on ne sait pas encore. Voilà. Mais dans le cadre de cet exercice, c'est un Atlantique. Le brevet Atlantique, ça vole 15 heures, ça vole 20 heures, je ne sais plus combien, et c'est vraiment fait pour surveiller les océans, et c'est fait aussi pour la lutte anti-sous-marine. C'est une bête de combat, cette affaire-là. Mais si ça a été fait, alors illuminé. Non, mais vous en parlez comme d'un taureau au salon de l'agriculture. C'est des chasseurs de sous-marins. C'est plus cher qu'un taureau. C'est des chasseurs de sous-marins. C'est un avion de très haute technologie. C'est bourré d'électronique de partout. C'est vraiment, à mon avis, je ne sais pas si c'est pas plus cher qu'un Rafale d'ailleurs. Je pense avec l'électronique embarquée. Alors bon, mais illuminer, c'est-à-dire allumer son radar de tir et être prêt à tirer. C'est-à-dire que le coup d'après, c'est j'appuie sur le bouton. Donc c'est dans les eaux internationales. On n'est pas en guerre avec eux. C'est une posture excessivement agressive, très très dangereuse, parce que après, je veux dire, le missile il peut partir. Je veux dire, un coup de doigt et puis l'affaire est enclenchée. Oui, alors, c'est ce que dit, n'est-ce pas, l'armée. C'est très rare. L'armée française, avec raison, essaye toujours un peu de retenir les coups, et elle est prudente. Et là, elle est très claire. Elle dit, ce fait d'illuminer par un radar notre avion évoluant dans les eaux internationales traduit une action agressive. Oui, c'est agressif et dangereux. Donc il y a le signal que vous n'êtes pas bienvenu ici et qu'on peut vous descendre quand on veut. Voilà. Donc on a encore franchi un cran. D'habitude, on les maintient. Alors le brouillage, c'est assez fréquent. Vous avez parlé du transpondeur. Bon, là, on enquiquine, mais ça reste dans les eaux internationales. On s'accompagne gentiment. Mais illuminé, c'est le stade ultime avant le tir, en fait. Au moment où l'avion est illuminé, comme vous dites, est-ce que le pilote de l'avion sait qu'il est illuminé? Oui, il le sait, bien sûr. Il sait qu'il est visé. En fait, si vous voulez, dans cet avion, moi j'étais dans un de ces avions il n'y a pas très longtemps. Dans cet avion, il y a évidemment le poste de pilotage, et derrière, c'est, comme vous le disiez, bourré d'une électronique absolument ahurissante. Il y a un rang comme ça de soldats de l'armée de l'air et de l'espace qui sont devant des écrans en train de surveiller, de la marine d'ailleurs aussi, et qui surveillent tout ce qui se passe sous l'eau, autour d'eux. Le fait est que, symboliquement, cet avion qui a été déployé hier, si c'est celui-là, en tout cas l'opération, la France participe à cette opération depuis 24 heures. C'est un avion comme celui-ci, voilà. ça c'est ça. Donc c'est un Atlantique 2, et qui a été déployé hier, c'est-à-dire que lors d'une de ses premières missions, ce geste militaire que fait la Russie de cibler, de montrer qu'il cible l'avion français, et effectivement, et que c'est un signal très clair et extrêmement grave. Il faut lire le détail. Oui. L'avion français Atlantique 2 avait décollé mercredi de Bretagne, avec un journaliste à son bord. D'ailleurs, c'est peut-être le journaliste. Non, c'est un journaliste de l'AFP. C'est un journaliste de l'agence France Presse. C'est Lucas. Voilà. C'est exactement. Et donc, c'est bien ces images de l'AFP. Oui. L'avion a décollé de la base de Landbiway. Il a passé près de 5 heures au large de la Suède et des Pays-Baltes, contrôlant environ 200 navires. Donc, comme vous dites, c'est une bête de combat, pour reprendre votre expression. La bête de combat a bien travaillé. Essentiellement civil, aucun bâtiment suspect n'a été repéré. Et donc, c'est pendant cette opération qu'il a été illuminé, pour reprendre ce mot technique, c'est-à-dire visé en quelque sorte. Et il a été visé, le radar de tir, hein, c'est-à-dire que vous illuminez le radar, vous avez sa distance, et puis après vous appuyez, le radar part et il va sur cible. Donc c'est le stade ultime, on peut pas dire mieux, si vous voulez. Donc c'est une posture qui est plus qu'agressive. Donc l'équivalent, c'est le point rouge de visée quand on a un point rouge. Voilà, vous avez le point rouge et il n'y a plus qu'à appuyer. Évidemment, n'est pas très sympathique. Moi, je dirais plus loin, c'est un acte de guerre. Ouais. Ça veut dire, je vous rappelle quand même le contexte. Ça veut dire que, en fait, il y avait des communications sous-marines qui étaient visées
volontairement, enfin on sent que c'est volontairement, pour le moment on n'a pas les preuves irréfutables, mais on sent que les communications sous-marines étaient visées, donc l'Europe entreprend une opération de protection, ça veut dire que c'est une opération de défense, ça veut dire que c'est un avion qui va repérer potentiellement ces bateaux qui peuvent endommager les communications européennes. Et quand cet avion de défense est visé et pris pour cible par les Russes, c'est un acte de guerre. Il faut bien préciser que l'avion a le droit d'être à cet endroit-là. Il faut bien redire les choses. Il n'est pas au-dessus de la Russie, l'avion français. Expliquez-nous bien, colonel, général, pardon. C'est un avion de la Marine nationale. Marine nationale. Il est basé à la Lambyway. Parce que il est fait pour voler au-dessus des océans. C'est un chasseur de sous-marins, notamment. Et c'est ceux qu'on envoie quand il y a des détresses, par exemple la route du Rhum ou le Vendée Globe, s'il y a un problème. C'est le Breguet Atlantique qui initiera les recherches. Parce qu'il est bourré d'électronique, il est capable d'aller très très loin en mer, il est capable d'aller très très loin dans des conditions météo tout à fait dégradées, et de voler très bas sur les vagues. Voilà, à quelques mètres au-dessus des vagues. Parce qu'en fait, il est lent, il est à hélice, c'est volontaire. Et puis, mais en cas de guerre, une de ses missions, c'est vraiment la chasse aux sous-marins. Donc on rappelle que cet avion était parti hier matin de Bretagne. On avait justement une interview du lieutenant de vaisseau Tommy, chef de bord, et qui œuvrait dans cette opération. Il nous donnait même des détails sur cette opération. Écoutez-le. On a plein de capteurs très très performants, notamment l'œil pour commencer, les caméras, les appareils photo, plus plein d'autres capteurs à bord. Et on va pouvoir voir, effectivement, on ne pourra pas voir effectivement si la personne est derrière un câble, puisqu'on n'est pas au bout de l'encre ou au bout du système qui va faire que, mais grâce à différents renseignements, notamment des forces maritimes qui sont sur des bateaux ou sur des avions, le fait de pouvoir recouper toutes ces informations va permettre de dire ou pas si le bâtiment est suspecté de ce genre d'activité. Voilà, on imagine donc bien la gravité de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire un avion français ciblé par l'armée russe et à un moment précisément où la France mène une action de prévention contre la Russie. Donc c'est pas un moment par hasard, c'est pas une provocation parmi d'autres. On parler des éléments en Baltique pour lutter contre les câbles, c'est ça. Je veux dire, le message, il est clair. C'est-à-dire qu'on commence à déployer, il y a une opération qui s'appelle Baltic Sentry, qui vient d'être déclenchée pour surveiller les câbles, et lui, il participe clairement à cette mission-là dans les airs. Donc c'est très différent, je souligne, il faut vraiment s'arrêter à ça, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup, disons, de frictions qui étaient des moments rituels, comme on dit. Rituel, oui. Ça, c'est pas rituel. Non, c'est pas rituel. C'est un acte de guerre, comme vous dites. C'est très rare, moi, c'est la première fois quasiment pendant la guerre froide, ça n'arrivait pas. Il y a souvent des avions russes qui survolent, par exemple, qui s'approchent pour le coup des eaux territoriales, qui signalent leur présence, qui, par ces gestes-là, montrent qu'ils sont là et à chaque fois, on est très proche de quelque chose qui agace. Là, c'est une étape supérieure, d'autant que depuis hier, il y a non seulement cet avion et un bateau, un navire de la marine française qui s'appelle le Croix du Sud, qui lui est quelque part sous cet avion, en gros, en train de participer à cette mission. C'est un bateau très important de la marine française, un chasseur de mines, qui est utilisé non pas là pour chasser des mines, mais pour essayer de détecter s'il y a des objets autour des câbles sous-marins qui pourraient faire exploser ces câbles ou ce genre de choses. Vous nous avez rejoint, Xavier Titelman. Merci beaucoup d'être là. Expliquez-nous techniquement, vous avez beaucoup volé, techniquement, très exactement, si on peut recomposer ce qui s'est passé. C'est-à-dire, le général Richoux nous a bien dit ce que c'est que illuminer, c'est-à-dire viser avec le radar un avion, mais d'un bout à l'autre, de A à Z, qu'est-ce qui s'est passé là précisément ? Alors, il y a plusieurs types de radars. Les radars de surveillance, ils sont sur un bateau, par exemple, et ça va tourner à 360 degrés. Quand vous avez un radar qui est associé à un missile, vous allez juste cibler une zone en particulier. Et si vous allez détruire une cible, là, vous allez accrocher avec votre radar. Vous n'allez plus balayer, vous allez garder en permanence votre flux d'ondes radar pour être capable de guider un missile jusqu'à votre avion. D'après les informations qu'on a, c'est exactement ce qu'a subi cet Atlantique 2. C'est l'avion dans lequel moi j'étais dans la Marine nationale. C'est-à-dire que les pilotes, l'équipage de l'avion ne savent pas s'il y a un missile qui est en train de leur foncer dessus à ce moment-là. Ça n'existe pas en temps de paix. On n'accroche pas radar à un avion. Potentiellement, ça veut dire qu'on va se faire tirer dessus. Ça veut dire qu'on est en droit de se défendre et de détruire le radar et la batterie qui va potentiellement nous tirer dessus. À ce moment précis, est-ce que l'avion a un moyen de défense ? C'est-à-dire, est-ce que l'Atlantique 2 a des moyens de défense pour tirer ou est-ce qu'il est escorté par des avions de guerre qui peuvent le défendre ? Alors, depuis que les Russes ont tiré
par erreur sur un avion anglais avec un Sukhoi 27. Heureusement, le missile n'avait pas fonctionné en mer Noire. Les avions de chasse accompagnent ponctuellement les avions qui sont non armés, par exemple les avions de surveillance. Celui-là, à ma connaissance, il n'y avait pas de patrouille, il n'y avait pas de chasseurs qui l'accompagnaient, mais il a lui-même des sortes de systèmes infrarouges qui permettent d'attirer les missiles et on est capable de faire des évasifs, mais c'est un avion qui est très lent. Et objectivement, s'il y a un missile air-air qui lui fonce dessus ou sol-air, il y a peu de chances qu'il soit capable d'y échapper. Quand j'étais au Tchad en 2012, il y a un missile qui a foncé sur un avion quand j'y étais, quelques jours avant. Le missile n'a pas touché l'avion parce qu'il manquait 2 secondes de poudre parce que c'était parti du sol. Moi, mon rôle dans l'avion, c'était de donner l'altitude de vol pour éviter que ce type de missile puisse nous toucher quand ils étaient tirés depuis l'épaule. Mais là, il n'y a pas de limite d'altitude, puisqu'on est sur des missiles tirés depuis des systèmes lourds au sol avec des radars, et donc ça va bien au-delà de notre altitude de vol. Clairement, la probabilité d'y échapper est vraiment très très faible. Donc pour vous, Xavier Titelman, c'est grave ce qui est arrivé hier. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que c'est un acte de guerre de la part de la Russie ? C'est un acte de guerre qui aurait pu être interprété comme une attaque ouverte directe par l'avion français qui aurait pu conduire à détruire une batterie russe qui nous a illuminés. C'est une certitude. Et la grande gravité de ce à quoi on assiste est confirmée par les réactions à la fois de l'armée française et de l'OTAN, qui d'habitude sont très prudentes dans ce genre d'opération, justement pour ne pas faire monter la mayonnaise. Les deux autorités réagissent de manière extrêmement nette. Du côté de l'armée française, le comportement de la part de l'armée française, donc c'est le fait qu'il y a eu là un acte grave. Et le général américain Christopher Cavoli, qui est le commandant des forces de l'OTAN en Europe, a aussi tenu un point de presse, c'était donc aujourd'hui à Bruxelles. Il dit que c'est un incident assez grave. Il y a une sorte de hiérarchie dans l'OTAN, mais quand on est assez grave, c'est déjà très haut dans leur langage. Non, mais vous savez, quand il y a des avions qui volent, à la limite, les Russes s'amusent à faire, ils auraient pu envoyer un chasseur qui serait passé devant l'avion et donc lui créant des turbulences pour l'empêcher à voler normalement. Mais là, l'illuminer avec le radar, c'est vraiment une agression. C'est vraiment une agression. En plus, ça se passe dans les airs internationaux. Donc du coup, c'est vraiment l'armée française aurait pu répondre. Pour ce commentaire de l'armée française, le colonel Vernet, le comportement professionnel de l'équipage français a permis d'éviter toute escalade. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment visiblement de décision où l'équipage français a dû dire comment est-ce qu'on réagit exactement, Xavier Titelman ? Là, en l'occurrence, ils ont choisi de ne pas répondre et de risquer de se faire tuer parce qu'ils ne savaient pas s'il y avait un missile qui leur fonçait dessus. Les cas précédents, les Russes ont abattu effectivement des drones, ont tiré sur des avions habités en mer Noire, ont tiré, mais là c'était des coups de semonce sur un hélicoptère allemand qui passait en Baltique également. Ils ont tiré dessus sur cet hélicoptère en tirant probablement juste à côté. Mais quand on se fait tirer à côté, éventuellement on ne sait pas s'il vise mal, mais la probabilité de se faire tirer dessus de loin par un gros canon russe fait qu'on sait exactement ce qu'on risque à ce moment-là. Là, l'équipage ne savait pas ce qu'il risquait, il ne savait pas s'ils allaient mourir 5 secondes plus tard, il ne savait pas s'ils devaient demander une interception par un navire ou par un avion de chasse qui aurait pu être dans la zone pour détruire. On passe à chaque fois, à cause de la Russie, à 2 cm d'être en guerre. Ils violent nos espaces aériens, ils font bombarder, et je passe même de la Suède, ils arrivent avec des avions de chasse dans l'espace aérien suédois. Ils font voler des drones dans l'espace aérien, même allemand maintenant. Ils vont de plus en plus loin, et nous, on continue à ne pas réagir. Je ne sais pas quelles sont les rétorsions diplomatiques, mais militairement, il est clair qu'il faut leur dire que la prochaine fois qu'ils éclairent un avion de cette manière-là, c'est-à-dire un acte de guerre d'interception qui est juste, on vous tire dessus, il faut qu'ils sachent que la prochaine fois, nous aussi, on est capable de leur répondre. Alors Xavier Titelman, quand l'opération a commencé, est-ce qu'on pouvait imaginer que c'était risqué ? Est-ce que vous aviez imaginé un acte comme celui-ci de la part de la Russie ? Mais j'étais, il y a 1 mois, sur la Croix du Sud, en Baltique. Dans cette zone-là, je participais à l'exercice, je suivais l'exercice PICNE. Donc c'est-à-dire que quand on y va, on a une action pour empêcher que la Russie déborde, pour empêcher que la Russie fasse des choses illégales, qu'elle détruise nos infrastructures sur la zone et qu'elle soit une menace pour les pays baltes et pour les pays de la zone de la Baltique. On essaie d'éviter une escalade en étant présent. La Russie utilise notre présence pour essayer d'escalader et de nous pousser nous-mêmes à la faute. Et donc, elle va de plus en plus loin.
Et à chaque fois qu'elle va plus loin, nous, on recule. Si demain, la réaction, c'est de la fermeté, c'est-à-dire on va continuer les patrouilles, on va être plus nombreux, et maintenant, on va accompagner nos avions non armés par des avions de chasse capables de détruire votre radar, là, c'est une réponse qui va être adaptée. Chaque minute qui passe, on mesure l'extrême gravité de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un avion français qui a dû, quelques fractions de secondes ou secondes, se dire comment est-ce qu'on réagit. Il y a eu un moment de décision où un équipage français a dû se demander comment réagir. Ah oui, absolument. Donc là, il n'y a que le commandant de bord qui peut décider quelle est sa réaction et qui décide qu'il illumine, mais qui ne va pas aller jusqu'au bout de sa démarche. Un peu comme la frégate française avec la frégate turque qui a décidé de ne pas riposter. Il aurait très bien pu tirer sur la frégate turque, ça aurait fait un incident absolument colossal. Et bien là, on a exactement la même chose. Et il a gardé son sang-froid. Leur formation est faite pour ça aussi. L'aéronaval, c'est quand même bon. C'est un peu l'élite de ce qu'on fait comme pilote chez nous. Et donc, effectivement, les gars, bravo. Voilà. Sylvie, on peut dire. Oui, alors c'est incontestablement un acte agressif. Et je pense que c'est une volonté d'intimidation, parce qu'évidemment, les Russes sont furieux de cette initiative dans la mer Baltique. Alors, cela étant, moi, je vois quand même la conférence de presse du commandant américain des forces de l'OTAN en Europe, et qui dit, alors lui il dit que c'est un type d'incident assez grave, mais assez répandu, et qui dépasse largement les frontières de l'Europe. Donc l'OTAN a plutôt tendance à minimiser cela. Oui, ils ont peur toujours de l'escalade. Ils ont peur de l'escalade, mais je pense que les Russes aussi. Quand le missile... Ils ne vont pas tirer. Ils ont illuminé ce qui est très agressif. Ils ne vont pas tirer. Regardez, Sylvie Bermann, c'est l'éternel Quai d'Orsay. Elle est déjà là pour dire freinons un peu. Mais je plaisante, je taquine. Non, mais c'est pas freinons un peu. Mais bon, moi, je ne sais pas si ça peut être qualifié d'acte de guerre. Je n'en suis pas sûre. Parce que c'est une illumination. Bon, c'est une intimidation, c'est une menace, c'est tout ce qu'on veut. Mais je ne sais pas, c'est à vérifier sur le plan juridique. En tout cas, vous soulignez très justement la prudence de l'OTAN. Rappelons, quand le missile russe ou ukrainien est tombé en territoire polonais, c'est vous qui dites ça, Oksana Messou. Vous soupçonnez encore aujourd'hui l'OTAN de mentir. Ah oui, non, mais je ne soupçonne pas. C'est vrai, c'est les faits. Et on va parler largement après la guerre. Mais vous savez, il y a le mot parasite. Oui, l'OTAN aurait menti pour éviter une escalade avec la Russie. Voilà. Il y a le mot parasite dans notre vocabulaire, c'est l'escalade. De quelle escalade nous pouvons parler si nous sommes dans la guerre ? N'importe quel mouvement, c'est une escalade, n'est-ce pas ? Mais les Russes, ils vont aller jusqu'où on va les permettre d'aller. C'était aussi une tentative d'essayer la réaction de l'Occident et de l'OTAN. Le contexte est quel ? Il y a cette opération de l'OTAN qui a été commencée dans la mer Baltique pour préserver les pays de l'OTAN de cette menace vue pendant la coupure de communication Internet, et après que des câbles ont été arrachés. On parle de câbles importants qui sont des câbles de liaison entre les pays. Mais lisons attentivement ce qu'ils disent les Russes, parce que parfois on ne fait pas attention à ce qu'ils disent les Russes. Les Russes, ils disent toujours la vérité, ils disent toujours ce qu'ils vont faire. Ils ont dit que toute cette opération sera prise par la Russie comme la menace de son sécurité nationale, qu'elle va réagir selon ses propres décisions. Donc, il faut être prête. Il faut faire quelque chose en prévention et pas en réaction. Gilles Gressani, vous publiez dans Le Grand Continent deux articles extrêmement intéressants sur l'espace américain et l'espace russe. Les Russes considèrent qu'ils sont chez eux. Ben justement, on parlait tout à l'heure de cet entretien, ce grand entretien autorisé par le Kremlin, dans lequel, d'une manière très directe, est mentionnée la Moldavie, et donc effectivement la possibilité d'une annexion du territoire moldave, avec là pour le coup une escalade politique à l'intérieur de la Moldavie, et les pays baltes. Et donc cette carte qu'on observe nous montre très clairement, en fond, que la représentation géopolitique aujourd'hui du Kremlin consiste à dire que ce territoire-là, eh bien, ça fait partie de la sphère d'influence dans laquelle la Russie doit pouvoir gérer d'une manière souveraine l'espace. Xavier Titelman, vous êtes toujours avec nous. On a la carte ici de la mer Baltique. Et la carte sous les yeux, où a eu lieu l'incident ? A priori, à peu près. Donc on rappelle que l'avion a décollé de Bretagne. Il survolait donc cette zone. Il a réussi à contrôler 200 navires pour vérifier que ce n'étaient pas des avions espions, des navires espions russes. Où est-ce que l'action a pu avoir lieu exactement ? Alors, les Atlantiques 2, c'est un avion, on a fait des vols qui dépassaient les 14 heures.
Donc on vole vraiment pendant très longtemps, on fait des patrouilles qui sont très longues, c'est-à-dire qu'on peut décoller de Bretagne, faire une mission longue, éventuellement ravitailler sur place et ensuite revenir se poser. Donc on part et sur la totalité du trajet, on va vérifier des bateaux. Par exemple, je me souviens d'une mission sur laquelle on était sur le rail d'Ouessant et on vérifiait, il y avait un bateau anglais qui était en train de mouiller quelque chose, c'est-à-dire que derrière lui, il y avait on ne savait pas si c'était une ancre, on ne savait pas exactement ce qu'il y avait. Et donc, on va voir des pêcheurs, on va voir les bateaux et on va vérifier ce qu'ils sont en train de faire. Si c'est un pêcheur normal, et on sait très facilement reconnaître s'ils ont une activité normale, on passe au suivant. Et soit on passe avec une observation visuelle, c'est pour ça que vous avez cette bulle et ce nez vitré à l'arrière de l'avion, soit on va utiliser les caméras infrarouges qui, à plusieurs kilomètres, celle qu'on voit ici en haut à droite, la caméra infrarouge permet de voir à des kilomètres de distance ce qui est en train de se faire sur le bateau. Et donc, si ce bateau est en train de larguer des paquets de cocaïne ou s'il est en train de mouiller une ancre ou un câble qui est destiné à détruire un câble électrique, parce qu'il y a aussi des câbles électriques qui ont été détruits par la Russie dans la Baltique, à ce moment-là, ça va se voir. Et le fait de qu'il y a dans cette région des rafales, parce qu'il y a les rafales patrouillent aussi dans cette région, est-ce que rapidement un rafale, par exemple, aurait pu venir en secours de l'avion Atlantique 2 ? Non, ce sont des Mirage 2000-5, les mêmes qu'on est en train de fournir à l'Ukraine, qui sont des avions de supériorité aérienne qui sont dédiés à empêcher les Russes de déborder. Et il y a eu plusieurs fois des interceptions de la part de ces Mirage 2000 sur des avions russes, notamment des Sukhoi 27. Et donc, justement, eux, ils n'ont pas la possibilité, ce que je disais tout à l'heure, ce serait que des rafales qui accompagneraient ou qui seraient prêts à décoller pour protéger l'Atlantique 2, si l'Atlantique 2 est éclairé, à ce moment-là, le Rafale a la possibilité, lui aussi, de désigner et d'éclairer ce radar pour lui faire savoir que s'il tire, il va se faire détruire également juste derrière. Je ne dis pas qu'il faut les détruire à chaque fois qu'ils nous visent, mais le Mirage 2000 aujourd'hui n'est pas capable de le faire dans la version qui est présente là-bas, parce que c'est un avion qui ne fait que de la supériorité aérienne. Éventuellement, ce serait plus le Rafale qui pourrait protéger l'Atlantique 2 quand il fait ses missions. Oui, alors je voudrais vous faire écouter la Russie qui s'était exprimée ce matin même au sujet de ces opérations dans la mer Baltique. C'est Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, qui avait déconseillé à l'OTAN de mener ces opérations parce qu'il s'agissait tout simplement d'une guerre anti-russe. L'OTAN et l'Union européenne mènent actuellement toute une campagne visant à promouvoir l'hystérie anti-russe à propos des dommages présumés causés aux câbles de communication sous-marins dans la mer Baltique. La principale théorie, actuellement en cours d'élaboration, porte sur l'implication de la flotte de pétroliers fantômes de la Russie. Et on rappelle, Sergueï, qu'elle a eu ces mots ce matin même, alors même que l'incident s'était produit hier. Mais vous savez, ça c'est la pratique russe. En fait, pour se protéger, ils nous accusent nous. En fait, c'est eux les victimes, bien évidemment, et c'est nous qui les agressons. Donc en fait, c'est les navires qui sont partis de leur port. Donc il y a la supposition quand même de dégâts qui étaient apportés aux câbles sous-marins et aux câbles électriques. C'était causé par les navires qui étaient soit guidés par les Russes, soit qui partaient des ports russes. Et donc c'est eux les victimes. Donc ça c'est la marque de fabrique. Mais en même temps ils sont très nerveux parce que depuis l'adhésion de Finlande et de Suède à l'OTAN, en fait, la mer Baltique est devenue la mer otanienne. Et donc, vous avez Kaliningrad, vous avez Kronstadt et Saint-Pétersbourg, qui sont les trois ports, en fait, en gros, qui restent encore à la Russie sur la Baltique. Et donc, du coup, ils comprennent qu'en fait, ils sont bloqués, en quelque sorte. Et vous demandiez où ça se passait. Vous savez, la zone territoriale, c'est à peu près... En fait, vous enlevez les zones territoriales de chaque pays, et tout ce qui reste, c'est les zones internationales. Et donc, en fait, c'est au milieu de la mer Baltique. C'est là où ça se passait. Avec une dimension tripale, hein. Expliquez bien ça. C'est-à-dire, entre les Polonais et les Russes, il y a une haine, il faut dire les choses, une haine, disons... ancestrale, pour ainsi dire. Il n'y a pas qu'avec les Polonais. Voilà. Et les Russes, nommez-moi un pays avec lesquels les Russes... La nouvelle chef de la diplomatie européenne est balte et ennemie personnelle, pour ainsi dire, de Poutine. Elle est même sous un mandat, puisque Poutine l'a fait inculper de je ne sais plus quoi, enfin sous un prétexte russe. Oui, tout à fait. Mais Kaja Kallas, qui aujourd'hui, effectivement...
est censée porter la voix de la diplomatie européenne. C'est l'autre représentante et vice-présidente de la Commission européenne, était l'ancienne première ministre de l'Estonie, était aussi quelqu'un qu'on pourrait presque qualifier de néo-idéaliste, parce qu'en fait, elle porte une lutte contre lutte idéologique, presque, on pourrait dire, avec les valeurs démocratiques. Sa propre famille avait été déportée, évidemment, sous Staline, ce qui crée, évidemment, certains souvenirs. Oui, en Estonie, c'est aussi un pays très remarquable parce que vous avez ces élites politiques, administratives qui ont vécu... en fait, c'est presque un miracle que les pays baltes continuent à exister parce qu'ils ont vécu dans la dureté la plus atroce, en réalité, la domination et la perte de souveraineté dans la première guerre froide. Et aujourd'hui, justement, dans cette nouvelle guerre froide qui est celle dans laquelle nous vivons, essaye de définir un rôle pour l'Europe.